calme qu'on en plaisantait, plus calme que ce qui se passait sur le ring tout de même, notre débat sur l'avenir de l'assurance chômage juste avant l'ouverture lundi des négociations sur le sujet avec Christophe Sirugue, député PS, Sandrine Mouret, secrétaire de la CGT de Côte-d'Or, Pierre-Antoine Kern, président du MEDEF de Bourgogne et Guillaume Maillard, conseiller régional UDI. On poursuit notre débat de tout à l'heure avec une autre piste qu'on n'a pas évoquée, que certains évoquent. Actuellement, les fonctionnaires ne cotisent pas pour l'UNEDIC, ainsi que les travailleurs indépendants. Est-ce que ce serait une bonne idée ou est-ce que c'est complètement stupide, Christophe Sirugue ? La thématique est simple, c'est que si vous introduisez des nouveaux éléments dans la discussion, vous les introduisez en recettes et en dépenses. Vous ne les introduisez pas. C'est pas un élément, comment j'allais dire, qui se capitalise dans un sens et puis qui éviterait l'indemnisation dans l'autre. Donc, encore une fois, moi, je me méfie toujours de cette comparaison entre le système public et le système privé. Ils ont été construits sur des bases très différentes. Toutes les études montrent que ce qu'on nous explique comme étant des avantages n'en sont pas forcément au bout du compte. Donc je pense qu'il faut qu'on soit prudent là-dessus. Pour moi, le système tel qu'il est aujourd'hui doit être maintenu, modifié probablement sur des éléments, mais il ne faut pas tout introduire. Vous savez, quand vous avez envie de faire disparaître un système, vous mettez tout dedans. Comme ça, vous avez une implosion et on passe ensuite à autre chose. Je ne sais pas ce que serait autre chose. Il va se passer quoi ? Ah pardon, Oui, tout de même sur la suite. Parce que on regarde l'assurance chômage avec des plus et des moins. Comment on pourrait introduire, comme vous venez de dire, d'autres choses ? L'UNEDIC le dit clairement dans son rapport. On peut très très vite combler le déficit de l'UNEDIC avec une relance de l'emploi. Pardonnez-moi, la Cour des comptes dit le contraire. Oui, non, mais dans son rapport, elle dit le contraire. Ça pourrait très très vite être comblé avec un retour à l'emploi. Je reviendrai quand même sur les aides publiques. Vous ne voulez pas, mais je vais quand même me permettre. Tout de même, des dispositifs qui ont été mis en place par ce gouvernement au nom de l'emploi. Pacte de responsabilité, CICE et également, on les oublie, les exonérations de cotisations. Ces dispositifs sont mis en place sur des aides aux entreprises, aides publiques, soi-disant au nom de l'emploi, au nom de la résorption du chômage. Exemple, nous avons eu les mêmes chiffres à La Réunion sur le comité de suivi régional du CICE. Chiffre URSSAF 2015. En Bourgogne, 1,2 milliard d'aides publiques aux entreprises, 1,2 milliard en Bourgogne sur 3 dispositifs. Cotisation, exonération de cotisation, CICE et pacte de responsabilité. 1,2 milliard. Au bout du compte, chiffre du chômage, plus 6 400 demandeurs d'emploi en plus. Donc, vous pourrez bien comprendre que nous, à un moment donné, organisations syndicales, on se dit que cet argent public, il doit servir à l'emploi, le 1 million d'emplois. Malheureusement, sur un chiffre bourguignon, on se rend compte que malgré ce 1,2 milliard qui pourrait quand même servir à créer de l'emploi, à de l'investissement productif, augmenter les salaires, eh bien cet argent-là, il a au bout du compte pas bénéficié à l'emploi, plus 6 400 demandeurs d'emploi supplémentaires. Donc il y a je pense qu'il faut aussi responsabiliser les employeurs sur les aides publiques qu'ils gagnent. 1,2 milliard en Bourgogne, c'est pas rien, tout de même, eh bien, qu'au bout du compte, il y ait quand même une baisse du taux de chômage, comme s'y était engagé M. Gattaz à l'époque des aides publiques. Donc, il faut créer de l'emploi pour sauver l'UNEDIC, Pierre-Antoine Kern. À l'évidence, pour le pays, ça serait une bonne chose de créer de l'emploi. Pour ça, il faut créer les conditions favorables. Je voudrais juste répondre à Mme Mouret sur une chose. Quand elle parle de ces 40 milliards, j'ai quand même précisé tout à l'heure qu'on revenait simplement au niveau de 2010. Donc, et on était déjà, j'ai la feuille là, le taux de prélèvement, la France, vous voyez, était déjà en tête en 2009 des prélèvements obligatoires en Europe. Donc, on revient à un niveau qui était déjà pas satisfaisant. Mais je vous rassure, ces 40 milliards dont vous parlez d'aides publiques, c'est déjà de l'argent des entreprises, donc qui passait dans la moulinette de l'État devient de l'argent public. Enfin, c'est l'argent des contributions des entreprises pour l'essentiel. Des salariés également. Non, mais surtout des entreprises. Non, mais des salariés. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse malgré tout, il y a une inertie dans l'économie. Il faut que vous compreniez ça. Je vais vous inviter en stage dans mon entreprise, Madame Mouret, parce que vous verrez qu'on ne décrète pas comme ça parce qu'on reçoit à un moment donné, il y a une baisse à un moment donné sur l'IS, parce que c'est sur l'IS que le CICE se concrétise, c'est-à-dire qu'il y a quand même un décalage d'un an au passage, l'impôt sur les sociétés. Voilà. Il faut d'abord prendre conscience de cette baisse d'IS, parce que si l'expert comptable ou votre comptable ne vous met pas en évidence ce point-là, bien, vous pouvez tout à fait passer au travers, et puis constater qu'effectivement, bien, ça représentait 4% de la masse salariale brute, ça va passer à 6%, très bien, c'est une bonne chose, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez déclencher, là, le lendemain même, un emploi. Il y a tout un contexte, et dans ce contexte, il faut aussi améliorer, je crois que c'est là l'enjeu de la loi de Mme El Khomri,
plus de souplesse sur le droit du travail. Vous nous amenez sur le sujet parce que je le disais en ouverture. On avait prévu ce débat sur l'UNEDIC parce que ça commence lundi, et puis depuis 3 jours, c'est la loi, la préparation de la loi travail qui est en train de faire une sorte de déflagration. Est-ce que ça va peser sur les discussions de l'UNEDIC, de votre point de vue, Christophe Sirugue, cette loi? Et puis, dites-nous quand même, en quelques mots, ce que vous en pensez. On ne va pas trahir de secret. Vous étiez pressenti pour la rapporter, pour être le rapporteur de cette loi. En l'état, vous le seriez? En l'état du texte tel qu'il a été envoyé au Conseil d'État, non. Donc là, je ne serai rapporteur que si la discussion que j'ai engagée avec le gouvernement me laisse à penser qu'il y a une vraie marge de discussion pour le Parlement. Pour l'instant, je n'ai pas ces éléments, mais en l'état actuel, il me semble que le texte est trop déséquilibré pour pouvoir être satisfaisant tel qu'il est présenté aujourd'hui. Cela étant, il faut bien qu'on analyse ce que je disais tout à l'heure sur les nouvelles formes d'emploi. Il faut bien qu'on analyse les problématiques qui nous sont proposées dans les TPE, PME. Et je parle bien des petites entreprises. Car imaginez qu'il ne faut rien toucher serait une vraie erreur par rapport au contexte où on est. Mais ne rien toucher, d'une part, et fragiliser des dispositifs entiers qui sont ceux que l'on connaît, me semble être 2 écueils vers lesquels moi je ne souhaite pas aller. Cela étant, vous avez aujourd'hui une analyse qui me paraît un peu surprenante. On essaie de faire jouer au Code du travail un rôle qui n'est pas le sien. Le Code du travail n'est pas fait pour créer ou pas des emplois. Il est fait pour réguler la relation entre un salarié et son employeur. Parce que, et c'est comme ça, il y a un lien de subordination, comme on dit, et qui est réel. Donc le Code du travail, il est fait pour ça. À côté de ça, vous avez bien évidemment des dispositifs qui sont nécessaires, qui doivent être pris en compte sur les moyens de négocier, sur les moyens donnés à ceux qui négocient, sur les accords de branche, sur la hiérarchie des normes, qui sont des enjeux pour moi fondamentaux. Mais encore une fois, oui, il faut avancer. Oui, il faut probablement assouplir les choses. Mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit exclusivement au détriment du statut des salariés d'aujourd'hui. Donc cette discussion, elle est partie. Je l'ai quasiment tous les jours en ce moment avec les représentants du gouvernement. Et on verra ce qu'il en sera au bout du compte d'ici début mars. Dites-nous quelque chose qui vient de la coulisse. Et puis Guillaume Maillard, après, vous répondrez. Mais qui vient de la coulisse. C'est quoi la température des députés socialistes en ces derniers jours sur ce texte? Je pense qu'ils sont très perplexes par rapport à ce texte. Ils sont très perplexes pour les raisons que j'évoquais. C'est que je crois qu'ils ont compris qu'il fallait avancer sur la discussion dans l'entreprise parce que c'est un enjeu important. Mais en même temps, on a là des propositions sur les licenciements qui sont quand même des propositions extrêmement rudes, extrêmement sévères. On sacralise les 35 heures. Mais en même temps, objectivement, on ouvre des portes qui sont des portes de remise en cause des 35 heures. Donc, je pense qu'il faut qu'on redonne du sens à ce que l'on veut faire, par rapport à un contexte particulier, par rapport à une évolution qui est réelle, et redonner du sens, c'est, me semble-t-il, mettre des jalons. Et ces jalons me semblent trop, aujourd'hui, troubles pour pouvoir faire que l'ensemble des parlementaires socialistes puissent se retrouver dans ce texte. Guillaume Maillard, modifier le Code du travail, le droit du travail, de votre point de vue, libéraliser, c'est une bonne solution? Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Monsieur a échappé à la réponse. Votre question était est-ce que le financement de l'UNEDIC est quelque part lié à ce projet de loi El Khomri? Moi, j'en suis resté à cette question qui n'a pas forcément été clarifiée. C'est vrai, mais j'en ai posé 3 en une. Non, mais c'est pas grave. Moi, je pense que le sujet est vraiment global, quoi. C'est cette libéralisation du travail ou cette remise en question du Code du travail. Je pense qu'une fois de plus, pour reprendre des termes un peu facile, il y a une digue qui est en train de se fissurer. Je pense qu'il ne faut pas le prendre mal, il faut le prendre comme une évolution de la société. On parlait tout à l'heure de l'ubérisation de la société, on voit que le monde change, on voit que l'Angleterre se pose beaucoup de questions sur l'Europe, on voit qu'il y a une Europe aujourd'hui qui a mis à mal aussi un système français, un système d'indemnisation, un système de travail. Cette Europe économique, cette Europe sociale, elle en est où ? Parce que c'est vrai que l'UNEDIC, l'assurance chômage, je sais que le système français est très spécifique sur son côté assurantiel ou assurancial. Par contre, quel rôle peut jouer l'Europe demain dans ce financement? N'y a-t-il pas une idée d'un socle d'assurance européenne? Elle nous demande, en 2 mots, elle nous demande de rembourser, parce que c'est ce qu'on n'a pas évoqué, mais le gouvernement veut 800 millions d'économies pour être dans les clous des 3,3% de déficit public. Et c'est ce qu'on n'avait pas dit encore. Oui, par contre, l'Europe, on l'a vu hier soir, l'Europe n'a pas tout pouvoir. Les États sont quand même souverains, les parlements sont souverains, il y a des lois nationales qui sont à prendre en compte, il y a le peuple aussi qui est à prendre en compte.
on voit que les problématiques liées à l'emploi sont beaucoup plus complexes qu'un simple code du travail. Un mot de Sandrine Mouret sur une négociation globale, UNEDIC, code du travail, tout ça, c'est la même chose? Non. C'est-à-dire que ça crée par contre un contexte troublant, effectivement. Je suis d'accord, on veut faire jouer au code du travail un rôle qui n'est pas le sien. À qui va-t-on faire croire qu'en assouplissant les règles, en faisant en sorte que les salariés aient moins de droits dans l'entreprise, on va résorber le chômage? Déjà dans le code du travail actuel, il y a déjà de nombreuses possibilités laissées aux chefs d'entreprise de pouvoir se séparer. D'ailleurs, si la fameuse épaisseur du code du travail est due la plupart du temps à des dérogations. Je suis désolé, je dois vous couper. C'est la fin de cette émission. Ouais, je vous coupe, je suis désolé. Non, c'est terminé, ça va être le générique, Pierre-Antoine Kern. Merci à tous les quatre d'être venus débattre. Samedi prochain, le débat portera sur l'agriculture au moment de l'ouverture du salon. Bon week-end, au revoir. Merci.